Lors de la série coordonnée de fusillades et d'attaques suicidaires dans la nuit du 13 novembre 2015 à Paris, les informations actuelles donnent les chiffres de 132 morts, 352 blessés, dont 99 graves. Dans l'espace de 33 minutes, les auteurs des attentats ont frappé 6 fois. Dans une déclaration publiée samedi sur Internet, l'organisation terroriste État islamique revendique les attentats. La TV a rapporté cela en détail dans l'émission d'hier. Nous avons montré par ailleurs que les attaques terroristes doivent être classées dans la catégorie idéologique du djihadisme et qu'elles n'ont rien en commun avec la religion islamique pratiquée. Il est connu et prouvé que le réseau terroriste islamique a été créé par les services secrets américains dans la guerre en Afghanistan contre l'Union soviétique en 1979. Depuis lors, le soi-disant réseau terroriste djihadiste, auquel appartiennent des groupes violents comme l'État islamique, EI, Al-Qaïda et Boko Haram, est instrumentalisé pour servir les buts politiques des États-Unis et d'autres pays. La question était de savoir si dans les récentes attaques terroristes à Paris, il pourrait s'agir à nouveau d'une instrumentalisation de l'EI, ou bien si l'EI aurait agi de manière autonome, peut-être même contre l'intérêt de ses instigateurs, ou encore s'il pourrait s'agir des deux possibilités. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons nous tourner vers une nouvelle question en rapport avec celle d'hier, et qui va aussi nous aider à y répondre. La question est, dans quelle mesure pourrait-il s'agir d'un false flag, c'est-à-dire d'une opération sous faux pavillon? Ceci est un terme des services de renseignement qui désigne une opération ou une attaque terroriste menée secrètement, souvent par l'armée ou par un service secret, et qui est ensuite imputée à un tiers non impliqué. Quand il s'agit d'estimer la possibilité d'une opération sous faux pavillon à Paris, les opinions des commentateurs alternatifs divergent fortement. Tout d'abord, on doit voir si dans le cas des nouvelles attaques terroristes à Paris, il ne pourrait pas s'agir d'une opération sous faux pavillon dans le sens traditionnel. Celle-ci a pour principale caractéristique que deux groupes de personnes sont impliqués. Il y a le groupe de ceux qui mettent en œuvre l'attaque, qui sont souvent des professionnels ou des services secrets, et le groupe de ceux que l'on désigne ensuite comme les coupables. C'est pourquoi cela s'appelle faux pavillon, car il s'agit d'une tromperie concernant les véritables auteurs. Les attaques terroristes suivantes présentent les caractéristiques typiques d'une opération sous faux pavillon. Le 11 septembre 2001 à New York, le 7 juillet 2005 à Londres, l'attaque lors du marathon de Boston en 2013, ainsi que l'attaque contre le magazine satirique Charlie Hebdo à Paris le 7 janvier 2015. À ce propos, deux mots d'explication. Avec Charlie Hebdo, par exemple, il y a de nombreux indices qui indiquent que ceux qui ont commis l'attaque n'étaient pas ceux qui ont été présentés comme les coupables. Les véritables auteurs étaient cachés et n'ont pas pu être identifiés. Ceux qu'on a présentés comme les coupables auraient été identifiés grâce au passeport dans le prétendu véhicule servant à la fuite. Selon plusieurs témoins, la description des auteurs présumés ne correspond pourtant en aucun cas au commando de tueurs lourdement armés. Par ailleurs, les coupables présumés ont été tués lors de leur arrestation et ainsi mis sous silence, comme dans de nombreux cas où il s'agissait d'une opération sous faux pavillon. Vous pouvez consulter les détails dans le lien affiché. Mais maintenant, les auteurs des récentes attaques terroristes à Paris n'étaient pas cagoulés et ne portaient pas de masque. C'est ce que rapportent plusieurs témoins. Tous sauf un ont été tués, non pas par la police et mis sous silence, mais ils se sont eux-mêmes fait exploser. C'est totalement inhabituel pour une opération sous faux pavillon. Même s'il semble qu'on doive exclure une opération sous faux pavillon au sens traditionnel, plusieurs scénarios doivent quand même être analysés de plus près. À ce sujet, les opinions des commentateurs alternatifs divergent.
Premièrement, une première thèse suggère que l'EI et d'autres terroristes ont certes été recrutés et utilisés par les services secrets, mais qu'ils ont ensuite commencé leur propre vie et ont échappé à tout contrôle. En Libye, par exemple, lorsque des mercenaires d'Al-Qaïda ont été utilisés pour faire tomber Kadhafi, ceux-ci ont ensuite échappé à tout contrôle lorsqu'ils ont attaqué le consulat américain à Benghazi et tué 4 membres de l'ambassade américaine. Les défenseurs de cette thèse répondent à la question « cui bono ?», c'est-à-dire « à qui cela sert-il ?» de la façon suivante. Cette attaque nuit à tous ceux qui veulent un flux migratoire, comme l'UE, Angela Merkel, Obama, Soros et tous ceux qui servent ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. L'avenir de la politique des frontières ouvertes serait remis en question. C'est exactement ce qui parle en faveur d'une émancipation des terroristes. Deuxièmement, une autre opinion, opposée à la première, dit que les attaques ont certes été commises par l'EI ou d'autres terroristes, mais que ceux-ci n'ont pas agi de leur propre initiative. Les attaques si minutieusement planifiées et réalisées avec autant de précision n'ont été possibles que parce qu'on a délibérément fermé les yeux ou que les services secrets français ou étrangers ont même apporté leur aide active. Les agresseurs étaient organisés de manière professionnelle, ils ont utilisé des fusils d'assaut de type Kalachnikov et ils portaient des ceintures d'explosifs du même genre. Les partisans de cette thèse indiquent qu'un exercice d'alerte comparable avait précédé les attaques terroristes du 13 novembre. Le médecin urgentiste, Patrick Pelloux, a déclaré à France Info que le SAMU avait effectué à Paris, ce matin-là, un exercice dans lequel il s'agissait d'attaques fictives à plusieurs endroits. La police et les pompiers auraient aussi été impliqués dans cet exercice. Ce scénario de l'exercice d'un cas d'urgence le jour de l'attaque terroriste n'est pas nouveau. Lors du 11 septembre en 2001, du 7 juillet à Londres en 2005 et lors du marathon de Boston en 2013, des exercices militaires et policiers fictifs de grande envergure avaient eu lieu le même jour. À la question « à qui cela sert-il ?», ce groupe répond que d'une part, les attaques ont fourni une justification pour une politique intérieure de durcissement des mesures de surveillance et de restriction des droits des citoyens, et que d'autre part, la campagne endormie contre le régime d'Assad et contre l'EI pourrait maintenant être relancée. L'EI ne servirait dans tout cela que de moyen pour parvenir à éliminer le président syrien Bachar el-Assad. La classification des nouvelles attaques terroristes à Paris s'avère donc extrêmement compliquée. C'est pourquoi il est important de garder à l'esprit les différents scénarios, d'observer et de toujours se poser la question « à qui cela sert-il ?» et aussi « à qui cela ne sert-il pas ?» KTV vous tient informé.
L'autre point doit bien sûr être observé sous un tout autre angle. À l'époque, en 2006-2007, en tant que conférencier au Centre des forces dirigeantes de l'armée, j'avais choisi pour le cours de sciences sociales l'Afghanistan. En tant qu'expert du pays, j'avais instruit les forces dirigeantes des troupes de combat allemandes sur la façon de se comporter en Afghanistan, et pour ce cours, j'avais alors utilisé l'expression « management de la terreur ». Et c'est exactement ce qui se passe ici. Les gouvernements mentent, tous les gouvernements de l'OTAN. Ils ne mènent pas un combat contre le terrorisme, mais ils pratiquent eux-mêmes le management de la terreur. Les personnes qui sont mises en scène, qui perpètrent les attentats, sont dans 95% des cas très bien connus des services de sécurité. D'où est-ce que les services de sécurité les connaissent? On entend tout le temps dire que les services secrets sont exactement au courant de ces prétendus terroristes. Mais c'est bien normal que les services secrets surveillent les terroristes présumés. Par conséquent, ils savent où ils se trouvent. N'est-ce pas normal? Alors tous ceux qui ont fait la surveillance jusqu'à maintenant devraient être virés, et par exemple dans le cas de Paris, parce que visiblement ils n'ont pas eu beaucoup de succès avec leur surveillance. Oui, mais que devons-nous faire? Ce n'est pas parce que quelqu'un est un terroriste présumé qu'on doit aussitôt l'enfermer. Sinon, il y aurait de nouveau de grands cris. Et d'où sortent-ils ces informations? La surveillance de ces cercles est sans faille. Ils ne peuvent même pas éternuer sans que les services secrets ne soient au courant. Donc, si quelque chose se passe, nous savons qu'ils sont impliqués. Et pour revenir à ce que je vous disais auparavant, naturellement, le fait qu'on ne sache pas très bien ce que c'est que l'État islamique, je vais vous donner un exemple quand je vous dis qu'on ne sait pas très bien. Une étude a été faite récemment par des officiels sur le sujet. Vous avez une organisation qui s'appelle l'État islamique, qui fait des signes dans toute sa propagande d'absolue dévotion à l'islam, et c'est pour l'islam et sa pureté qu'ils égorgent soi-disant les individus qui brûlent des enfants vivants, etc. Une analyse a été faite biographique extrêmement précise des 50 du sommet de l'État islamique. Il n'y a pas un seul islamiste parmi eux. Tous les gens qui sont, tous, sans exception, le Abu Machin al-Baghdadi étant un pur et simple leurre qui est là pour amuser la galerie, ceux qui dirigent vraiment, ceux dont on sait qu'ils échangent par voie électronique et donc ceux qu'on a pu repérer, les 50 du sommet, il n'y a pas un seul islamiste. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Les premiers instructeurs de l'islamisme au Proche-Orient étaient des agents de la CIA. On le sait aujourd'hui. On le sait, seulement on ne fait pas le rapprochement entre. Voilà. Je ne dis pas qu'ils avaient une tête d'Américains, mais c'était des agents de la CIA. Parce que Daesh croit qu'il est autonome, mais en vérité Daesh ne se rend même pas compte qu'il est manipulé par les grandes puissances, dans le plus grand secret. Évidemment que les peuples, les États, même les États ne le savent pas. C'est un État dans l'État. Comme dans tous les pays du monde, c'est pas la CIA, c'est pas le Mossad. Il y a un Mossad dans le Mossad, il y a une CIA dans la CIA, il y a un FBI dans le FBI, et qu'ils sont 3 ou 4 ou 5 ou 10 à agir. Personne ne le sait. C'est comme dans la franc-maçonnerie. Il y a une franc-maçonnerie dans la franc-maçonnerie. 99% des francs-maçons ne savent même pas ce qu'est la franc-maçonnerie. Ce n'est que dans la dernière loge, je crois si je ne me trompe pas, la 36e ou la 36, non, 33, 36e, que là vraiment on révèle le secret de ce qu'est la franc-maçonnerie. Ils sont 10, 15 dans le monde à savoir ce qu'est la franc-maçonnerie. Ça a toujours été comme ça. D'ailleurs, c'est copié dans la Touma, dans l'impureté, c'est copié sur le modèle de l'Abdoucha. Il y a le Kodesh, mais il y a le Kodesh à Kodashim. Il y a le Saint, mais il y a le Saint des Saints. C'est-à-dire que le mensonge copie les mêmes modèles que la vérité. Ils ne font que copier. C'est-à-dire tu es dans le Saint, mais tu es encore à l'extérieur, parce qu'il y a encore le Saint des Saints, évidemment. Et comme dans le Sod, dans la Torah, il y a le secret, mais il y a ce que le Zohar appelle Raza des Razin, il y a le secret du secret. En vérité, le monde est dirigé par ceux qui se trouvent au niveau du Kodesh à Kodashim de l'impureté, du Saint des Saints, le temple de l'impureté. Ils sont peut-être quelques milliers dans le monde, quelques dizaines de milliers dans le monde. C'est eux qui dirigent le monde. Maintenant, regardez, on revient. Qui a créé l'islamisme? C'est Esav, c'est pas Ishmaël. On sait aujourd'hui, et c'est un secret pour personne,
que pratiquement tous les groupes terroristes ont été créés par la CIA ou peu importe par qui. Pourquoi? Il y a différentes thèses. L'une des thèses les plus connues, c'est parce que c'est pour embêter, pour freiner l'expansion russe, peu importe, ça tout le monde le sait aujourd'hui, on peut l'apprendre dans les écoles. Moi, c'est pas ma thèse, j'y crois pas comme étant la raison finale. À mon avis, c'est une raison, on pourrait dire, donnée par la CIA elle-même pour calmer les gens. On jette un os aux chiens pour qu'ils arrêtent d'aboyer, mais on donne pas la vraie raison. La vraie raison, c'est eux qui ont créé Al-Qaïda, c'est eux qui ont créé Daesh, c'est un secret pour personne maintenant. Et c'est eux qui ont créé les fameux mordim, comment on les appelle en français, les rebelles. C'est eux qui ont créé les rebelles contre Assad. Ça c'est tellement évident qu'aujourd'hui ils s'en cachent même pas. Et donc c'est eux qui étaient derrière le coup d'État qui a fait tomber Moubarak. Il y a toute une politique de terrorisation du monde dans le but d'installer la mondialisation. Il y a quelques milliers de gens qui ont l'argent, le pouvoir. Ce sont tous des Édomites, pas des Ishmaélites. Même si on a, mais c'est l'idéologie édomite qui a l'intention de mettre l'humanité à genoux. Je sais, c'est fou, c'est incroyable, je suis taré, c'est pas grave. Je préfère dire que je suis en avance, c'est tout. Malheureusement, quand ça sera presque trop tard, vous verrez que j'avais raison. I think the biggest risk that comes from Russia's operations in Syria is an accidental conflict or an accidental skirmish with the US-led ISIS coalition. I think the biggest risk that comes from Russia's operations in Syria is an accidental conflict or an accidental skirmish with the US-led ISIS coalition. Une petite question pour les internautes, qui est ce El-Baghdadi et d'où vient-il? Alors Al-Baghdadi, c'est un des chefs de l'armée syrienne libre, j'insiste beaucoup là-dessus parce que en Europe, les médias distinguent les modérés des extrémistes. Mais il faut savoir que ce sont les mêmes personnes. À un moment, ils prennent un drapeau et les mêmes personnes changent de drapeau, puis reprennent un autre, puis un troisième, etc. Ça, c'est selon la nécessité du moment. Donc M. Al-Baghdadi, sous le nom d'Abou Youssef, était un des chefs de l'armée syrienne libre. Son histoire personnelle est assez difficile à établir, mais il y a au moins quelque chose qui est certain, c'est qu'il a été à un moment donné prisonnier des États-Unis et qu'il a été libéré par les États-Unis. يعني أنت تقول إنه داعش هي فرع للقاعدة تعتنق فكر القاعدة، إنما داعش سنة 2006 احنا عاملين القاعدة من سنة 89. لا فسر لي موقف الآن، يعني إذا ما سألنا عن دكتور أيمن الظواهري موقفه من داعش وأبو بكر البغدادي، هو طلب ما الذي يعتبرونه؟ هو طلب من أبو بكر البغدادي إن يبايعه على أساس يبقى صحيح. ولكن أبو بكر البغدادي عشان هو أصلا عميل أمريكي قال له إحنا أصحاب القضية، إحنا أصحاب القضية، قضية تحرير العراق وسوريا وكده، فأنت اللي تبايعنا. فأيمن رفض، فحصل النزاع بينهم والقتال. كيف يعني عميل أمريكي؟ لا أبو بكر البغدادي معروف إن أمريكا أفرجت عنه. فسر لنا كيف؟ أمريكا أفرجت عنه وهو كان في السجن وأنفق أكثر من 20-30 مليون دولار لتجميع مجموعات داعش دي، وأول معسكرات اتعملت لداعش اتعملت في الأردن، والأردن مش عاملة معسكرات صدقة لله يعني الأردن لما تعمل معسكرات لمجموعة إرهابية مش معقولة تعملها صدقة تتصدق بيها يعني. وكان بيشرف على هذه المعسكرات المارينز، وتسليح داعش كله أمريكي، والنفقة بتجيلهم منين؟ أنا كنت مسؤول عن معسكر في 120 واحد كان بيصرف آلاف مؤلفة، أكل وشرب وسلاح وذخيرة وتدريب. تتحدث عن داعش، كنت مسؤول عن لا أنا كنت مسؤول، بقول لك أنا كنت في يوم من الأيام مسؤول عن معسكر في 120 نفر كان بيصرف ألوف، ما بالك داعش دي بتصرف قد إيه؟ أكل. وبعدين أقول لك على حاجة، هذا يقودنا إلى التمويل. المصابون من داعش في العمليات اللي بيتعوروا في العمليات بيجوا يتعالجوا هنا في لبنان؟ لا،
ولا سوريا ولا السعودية ولا مصر. بيروحوا فين؟ بيروحوا إسرائيل. وأنا بكلمك 1500 واحد من داعش والنصرة في مستشفيات تل أبيب. هذه معلومة. Les forces d'occupation israéliennes ont transporté aujourd'hui 5 terroristes blessés en Syrie à l'hôpital de Zif, Asafad et Naharia en Haute-Galilée dans les territoires palestiniens occupés en 1948. Les terroristes en question se feront soigner avant d'être réintroduits en Syrie pour se battre contre l'armée arabe syrienne. Notons que le chef de gouvernement de l'occupation israélienne, Benjamin Netanyahou, s'était rendu hier au chevet de ces mercenaires terroristes en Syrie qui reçoivent actuellement des traitements dans des hôpitaux de campagne installés par l'occupant israélien au Golan syrien occupé. Au cours de cette visite de Netanyahou, ce dernier a serré la main aux terroristes admis aux hôpitaux de campagne en question, démontrant ainsi les liens organiques entre son entité et les groupes terroristes armés se trouvant en Syrie. Is a 1990 book notes excerpt where Brian Lamb interviews authors Dan Raviv and Yossi Melman. The book title is Every Spy a Prince, The Complete History of Israel's Intelligence Community. Plots against the state of Israel, political plots and others. You tell the story about how you try to find out what they call the Mossad when they deal with publicly? I thought it was a reasonable question, but the trouble is you can't pick up the phone book. There's no Langley in Israel that you can look up, CIA or in our case the Mossad. We thought we should ask, what shall we call it in English? You can translate the Hebrew words, as I said, Mossad is institute, but when they write a letter to their friends in the CIA or the British intelligence, what do they call themselves? It took a while. It was a matter of asking the Prime Minister's spokesman. The best you could do, because officially the Mossad is under the Prime Minister's office. And I think he sort of wondered why you want to know and all that, so we explained. And he came up with the Israeli Secret Intelligence Service. I mean, if it were to have initials, it would be ISIS. Just simple words like that. Interestingly enough, kind of a British model. Israel's former ambassador to the U.S. admitted last year that Israel prefers al-Qaeda to lawful rule. The Israeli ambassador to the U.S. says Tel Aviv prefers al-Qaeda-affiliated guys to groups backed by Iran. Israel's initial message was that it had always wanted Syrian President Bashar al-Assad to go, even though the bad guys had linked to al-Qaeda. The Jerusalem Post just chimed in that ISIS poses no threat to Israel. But Assad, who maintains stability in the region, he's the threat. When ISIS, the latest version of al-Qaeda, rolled into Iraq last month, the Pentagon said it was taken by surprise. Bull. The CIA has been in Syria for 3 years, arming freedom fighters comprised of al-Qaeda factions. It knows very well that the caravan of Toyotas ISIS drove across Syria into Iraq matched the same trucks the U.S. State Department gave to the Free Syrian Army. ISIS and the FSA are united, cutting deals and celebrating together. Former president of the FSA Military Council joined the celebration with his brothers. كيف هي علاقتك مع دولة الإسلام في العراق والشام؟ جيد. أنا علاقتي مع الأخوة في دولة العراق والشام بالتأكيد تواصل شبه يومي أنا والأخوة في دولة العراق يقال بأن لحل هذه الخلافات وحل هذه المشاكل. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الذي فتح لنا مطار منيخ. الله أكبر. الصورة اللي بالفضل. الله أكبر. والله يا علوي جئناكم بالذبح. الإسلام بك يا شيخ أبو بكر. الله أكبر. في منطقة خان العسل والآن في مطار منغ العسكري الذي تحرر على يد هؤلاء الأبطال. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. The Free Syrian Army was from the beginning a brand management created by America, Israel, and Gulf governments. Their leaders were marketed as the face of the Syrian opposition, while serving as conduits of CIA, Saudi, and Turkish support for the more effective al-Nusra and brutal ISIS. It's these moderates, allied in brotherly love with ISIS, who will funnel off the latest $500 million from Congress to slaughter the Alawites, namely Assad, protector of Christians. On top of that, I am concerned about this report about Syrian rebels and the ceasefire with ISIS.
Senator But that's Paul, not true. Well, it's not true. You It's want me not to read true. from the, Whether I don't care about the report. I know these people intimately. We talk to them all the time. But also let me point out that if we are going to conduct a conflict the way you are describing it, and I'm afraid that's the case, this is reminiscent of Vietnam, the gradual escalation that ended up in one of the worst defeats that America has ever suffered. Let me ask you about what your colleague Rand Paul said about it this morning. He said it's a mistake to arm them. Most of the arms that we've given the so-called moderate rebels have wound up in the hands of ISIS because ISIS simply takes it from them, or it is given to them, and we mistakenly actually end up giving it to some radicals. Look, things are very... Has Rand Paul ever been to Syria? Has he ever met with ISIS? Has he ever met with any of these people? No. We're going to have a fight because it's patently false. This is the same Rand Paul that said we didn't want to have anything to do with anything to do in the Middle East, by the way. I don't want to get in a fight with him at all. Yeah. But it's not true. I know these people. I'm in contact with them all the time. Then let me ask you this. We are where we are because we armed the Syrian rebels. We have been fighting alongside al-Qaeda, fighting alongside ISIS. ISIS is now emboldened in 2 countries. But here's the anomaly. We're with ISIS in Syria. We're on the same side of the war. So those who want to get involved to stop ISIS in Iraq are allied with ISIS in Syria. That is the real contradiction to this whole policy. U.S. President Barack Obama is facing harsh criticism from many of his Washington colleagues. Senator John McCain and others lambasted Obama for taking too long to act against the Islamic State in Syria. U.S. military is already bombing ISIS jihad troops in northern Iraq, but the commander-in-chief is hesitant to pull the trigger across the border. But a group of left-leaning veteran activists are blaming John McCain himself of supporting ISIS soldiers in their fight against Bashar al-Assad just last year. VoteVets.org points out that a picture of McCain standing with people they call ISIS leaders. It's a claim that no media outlet has been able to confirm, and McCain calls it a lie. But the senator and American government have given loads of cash to the Syrian Free Army over the past several years, trying to overthrow Assad and his murderous regime. Nearly 200,000 people have already died in Syria. Another 3 million are refugees. The problem comes in because many of the people fighting in the Syrian Free Army are also fighting with the Islamic State. They're facing the same foe, sharing weapons, funds, and equipment. In the eyes of Assad's regime, they are one and the same. Several other countries also funded Assad's opponents over the last 43 years. France, Britain, and Saudi Arabia are some of the biggest donors. The Free Syrian Army has taken a brutal beating over the last several years, and many of those troops are taking American weapons and using them to support the Islamic State. So while ISIS poses a real and immediate threat to Baghdad, one of the U.S. biggest projects, ISIS is also fighting against one of America's biggest opponents just next door. In a roundabout way, it appears that U.S. money is directly supporting the Islamic State. Потворствовать пополнению их рядов наемниками из разных стран. Позвольте спросить, откуда у боевиков деньги, оружие, военные специалисты? Откуда это все берется? Как получилось, что этот ИГИЛ, так называемый, пресловутый, превратился в мощную, фактически армейскую группировку? Что касается финансовой подпитки, то сегодня это не только доходы от наркотиков, производство которых, кстати говоря, за период пребывания международных сил в Афганистане увеличилось не в какие-то проценты, а в разы, и вы все об этом знаете. Но подпитка финансовая идет и от продажи нефти. Ее добыча развернута на территориях, подконтрольных террористам. Они ее продают по бросовым ценам, добывают, транспортируют. Ведь кто-то ее покупает, эту нефть, перепродает, зарабатывает на этом, не задумываясь, что тем самым финансируют террористов, которые рано или поздно могут прийти и на их территорию, придут сеять смерть в их страны. А откуда поступают новые рекруты? В том же Ираке в результате свержения Саддама Хусейна были разрушены государственные институты, включая армию. Мы тогда еще говорили,
Будьте аккуратными, осторожными. Куда вы выгнали этих людей? На улицу? Что они будут делать? Не забывайте, что справедливо было или несправедливо, но они были в руководстве достаточно большой региональной страны. Во что их превращаете? Что получилось? Десятки тысяч солдат и офицеров, бывших активистов партии БААС, выброшенных на улицу, сегодня пополнили отряды боевиков. Может быть, здесь кроется, кстати говоря, и дееспособность ИГИЛ. Они действуют реально, очень эффективно, с военной точки зрения. Профессиональные люди реально. Россия неоднократно предостерегала об опасности односторонних силовых акций, вмешательства в дела суверенных государств, заигрывания с экстремистами и радикалами. Настаивала на внесении группировок, воюющих против центрального сирийского правительства, прежде всего ИГИЛ, в списке террористических организаций. Ну и что, результат какой? Бесполезно. Порой складывается впечатление, что наши коллеги и друзья постоянно борются с результатами своей собственной политики. Бросают свою мощь на устранение рисков, которые сами создают, платят за это все возрастающую и возрастающую цену. Уважаемые коллеги, момент однополярности убедительно продемонстрировал, что наращивание доминирования одного центра... Russia is targeting ISIS targets or not? They're not. They may be targeting some, Chris, but it's interesting. Their initial strikes were against the individuals and the groups that have been funded and trained by our CIA in a incredible flaunting of any kind of cooperation or effort to conceal what their Putin's priority is, and that is, of course, to prop up Bashar Assad. And by the way, I can absolutely confirm to you that they were strikes against our Free Syrian Army or groups that have been armed and trained by the CIA, because we have communications with people there. And so now we're going to have a meeting of the military or some kind of communications. That seems to be the administration's first priority, and so we can stand by and watch them strike those groups that are fighting against Bashar Assad that we are training and funding. This is an Orwellian experience. We're also supporting a moderate opposition in Syria that can help us in this effort, who stand up to the bankrupt ideology of violent extremism. Can you tell us what the total number of trained fighters remains? It's a small number, and the ones that are in the fight is we're talking four or five. Let's not kid ourselves, that's a joke. We have to acknowledge this is a total failure. It's just a failure. This train and equip program has not, frankly, lived up to what we initially thought. J'ai une autre question pour vous, Thierry Messant, mais je voudrais insister sur les armes, mais surtout aussi l'argent, parce qu'on a vu un débat télévisé sur la télévision française entre Léa Salamé, c'était chez Ruquier, avec François Asselineau, où Léa Salamé disait que ils se sont financés grâce aux puits de pétrole. Alors ça paraît quand même un petit peu bizarre, puisque les puits de pétrole, ils les avaient pas au départ. Voilà, ils les avaient pas au départ. Non, en fait, d'abord, si vous voulez envahir un pays qui a la taille de la Jordanie, vous ne pouvez pas le faire avec une petite équipe, renverser les institutions et prendre le pouvoir. Vous avez besoin d'être nombreux déjà. Donc comment un groupuscule est devenu tout d'un coup, en un clin d'œil, une grande armée comme ça? Eh bien, en intégrant des gens qui jusque-là se battaient avec d'autres drapeaux. La plupart des gens qui forment Daesh ont été formés par les États-Unis, en Jordanie et en Turquie. Et aussi, c'est les États-Unis qui étaient responsables, mais il y avait des formateurs français, du gouvernement français qui étaient là, notamment des gens de la Légion étrangère qui ont été formés, ces gens de Daesh. Alors, ensuite,
au dernier moment, on leur a livré des armes lourdes, parce qu'ils ont envahi le pays avec des armes lourdes. Ils en ont pris sur place, mais pour les prendre, il fallait déjà en avoir. Donc ces armes lourdes ont été achetées par les Saoudiens en Ukraine, puisque maintenant, là-bas, c'est la foire générale. Bon. Donc ils ont racheté des armes là-bas. Ça a été transporté par avion en Turquie et par bateau en Turquie. Et là, en Turquie, le MIT, le service secret turc, donc qui dépendent de l'OTAN, ont affrété un train spécial qui a amené ces armes à Daesh. Ensuite, Daesh, pour sa mission, a reçu 2 cellules supplémentaires que jusqu'à présent aucun groupe terroriste n'avait eu. On leur a donné des spécialistes de la communication, donc des gens qui ont été formés à Fort Bragg aux États-Unis, qui ont vraiment un très bon niveau, et des administrateurs civils, c'est-à-dire des gens qui sont capables, qui ont la capacité d'un préfet. Quand ils ont envahi le pays, tout de suite, ils ont créé 9 préfectures en Syrie et 7 préfectures en Irak. C'est là où on voit qu'ils sont vraiment très bien organisés, quoi. Oui, mais ça n'est pas un personnel que vous trouvez dans les djihadistes, hein. C'est pas possible, ça demande des formations très complexes. De même, ils avaient avec eux des pilotes d'avions de chasse et des pilotes d'hélicoptères de combat. Donc ça, vous savez qu'il se peut qu'il y ait d'anciens pilotes de l'armée irakienne qui les aient rejoints. Mais un pilote de chasse ou d'hélicoptère de combat, si vous arrêtez de vous entraîner pendant un mois, on ne vous laisse plus remonter, hein. Il faut reprendre tout à zéro, hein. Donc ça, c'est des gens qui sortent d'une armée organisée qui sont arrivés là. Le général Wesley Clark a déclaré sur CNN récemment que Daesh était un enfant de la CIA et du Mossad pour contrer le Hezbollah. Il ne l'a pas dit, mais on peut le déduire en regardant les cartes qui sortent de certains think tanks américains, que c'est également l'instrument de remodelage du Moyen-Orient. Les Américains ont un plan de remodelage de tout le Moyen-Orient, comme ils font d'habitude, un découpage ethnique. Donc on en avait parlé ici même avec Pierre Hillard qui avait ramené la carte originelle d'une revue de défense américaine qui montrait ce découpage. Voilà. Tout à fait. Donc c'est dans le plan américain. Cette information a été confirmée par le général Flynn, qui a démissionné de son poste de patron de la DIA. La DIA, c'est la Defense Intelligence Agency, c'est l'équivalent de la DRM en France. C'est quoi la CIA de l'armée en fait? Non, c'est le renseignement, mais c'est la direction du renseignement militaire, comme la direction du renseignement militaire en France. C'est exactement l'équivalent. Et le général Flynn a également déclaré que Daesh était une créature des États-Unis. We need to leave that kind of fuzzy on this, but we need the authorization to follow the leads, put the troops in, and play this. Look, ISIS got started through funding from our friends and allies, because as people will tell you in the region, if you want somebody who will fight to the death against Hezbollah, you don't put out a recruiting poster and say, you know, sign up for us, we're going to make a better world. You go after zealots, and you go after these religious fundamentalists. That's who fights Hezbollah. But General, I'm hearing you on... It's like a Frankenstein. I'm hearing you on keeping Syria fuzzy, but I mean, they've been very clear in wanting to destroy and dismantle ISIS, so that's not fuzzy to me at all. The question would be, if they wipe out ISIS in Syria, which is the goal, then what with Bashar al-Assad? Yeah. There has to be a plan for that phase. Well, some things you can't exactly plan that clearly because you're dealing in the realm of politics. So part of it is, can you get the Russians to withdraw their support from Bashar al-Assad? How would you do that? Well, you're dealing with the Russians in Ukraine right now, and they're not being helpful. No, they're in fact, not. From Putin's perspective, he probably sees it as the opposite play. He says that because the Americans need us to help on Iran, because they don't have a ground force in Syria, they're actually relying on us. Therefore, we can push Ukraine further, and the Americans won't stop us because they're afraid they'll lose our cooperation elsewhere in the world. So he's playing it that way. So this is difficult. You can't always lay everything out linearly in advance. Le financement. Alors, le financement, on dit, ça vient du Qatar et d'Arabie Saoudite. Oui, mais ça vient du Qatar et d'Arabie Saoudite parce que
ce sont deux États, j'insiste, ce sont des États, ce n'est pas des personnes privées comme on le prétend, qui payent ces choses-là. Il faut beaucoup d'argent pour ce genre d'opération. Une guerre, ça se fait avec beaucoup d'argent, et c'est une vraie guerre. On a pris un terrain plus grand que la Jordanie. Hein. Donc l'argent fourni à la demande des États-Unis par ces deux États qui ne mettent pas directement l'argent à la poche, parce que sans ça, ils pourraient se retrouver un jour coincés, mais comme dans toute opération secrète, on donne l'argent à des gens riches qui eux-mêmes le donnent à ces groupes. L'ensemble de cette opération a été préparé par plusieurs réunions, dont deux qui se sont tenues à Amman fin mai et début juin. Participer à ces réunions, dont le document final a été publié par le PKK en Turquie, dans un journal turc, hein, un journal kurde de Turquie. Donc, dans ces réunions participaient les représentants du gouvernement régional du Kurdistan. C'est très important, parce qu'on nous dit qu'il y a un combat entre les Kurdes et Daesh. Ça n'est pas vrai. Les Kurdes du Kurdistan irakien soutiennent Daesh. Ce sont les Kurdes de Turquie et de Syrie, ceux du PKK, qui luttent contre Daesh. C'est pas du tout pareil. Bon. Et les Kurdes du Kurdistan irakien obéissent à la famille Barzani, qui est le président de cette région. Donc la famille Barzani, qui depuis les années 50 est officiellement, c'est pas du tout un secret, il y a plein de documents là-dessus, est officiellement les délégués du Mossad dans cette région, des services secrets israéliens. Monsieur Barzani, il est kurde, mais il est d'abord un agent officiel du Mossad. Donc, cette opération a été créée par les États-Unis et par l'État d'Israël, ensemble. Et l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie et les officiers français, j'insiste, il y a des officiers français actuellement, pas il y a 20 ans, hein, il y a des officiers français et des officiers britanniques dans Daesh aujourd'hui. Donc tous ces gens-là ont travaillé ensemble pour produire ce résultat. How do you see this basically? How are you reading what is going to happen with the United States getting involved with this situation with ISIL? What is it? Do you think that they really want to destroy them because perhaps they have served their purpose? Or no, do they just want to see this chaos continue in the region? Chaos in the region is extremely advantageous. The Project for a New American Century in Clean Break, an important document to read. Also, Oded Yanan's strategy for Israel in the 1980s made it very clear that Iraq was target number one because of its strong Arab nationalist dictatorship. And ultimately, in the overall scheme, you have this fantasies agenda of greater Israel, Israel expanding as the next empire into Iraq, into Syria, Lebanon, also a part of Kuwait, Saudi Arabia, Jordan, and Egypt. This is their goal, and it is a psychopath's goal. So right now, all of this chaos that you see in that region fits perfectly in line with strategy papers. The policy is being carried out exactly as it was written. And the seeds of sectarian hatred and divide, which are necessary to fracture the people of the region so that you'll be in a weakened state and therefore be subject to the real intention and the goal, which is again to expand the Israeli empire,